On a choisi de terminer cette demi-journée en essayant d'attraper le sujet des jeunes en voie de radicalisation. Vous parliez du pouvoir d'agir des jeunes, Madame Chirol. Effectivement, une façon de voir cette jeunesse, c'est aussi de la voir comme comme des individus qui ont été privés ou qui sont dépossédés de ce pouvoir d'agir. Et on avait au CODAS effectivement ce service qui était piloté par un directeur qui avait potassé la question. Je pense que c'est une question qui nous amène à revisiter justement les façons d'être dans la relation éducative. Et on a souhaité terminer cette journée en ayant une focale particulière par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces jeunes en voie de radicalisation. Donc Stéphane a accepté, je l'en remercie, de répondre à cette commande. Il va nous faire part un petit peu de comment il appréhende cette problématique, comment il propose éventuellement d'accompagner ce public. Et puis, on prendra un temps pour conclure par rapport au sujet de la journée. Bien, alors c'est un vrai défi que tu m'as lancé, là, Hervé, parce que quand tu m'as présenté le sujet en me disant il va falloir parler de la radicalisation dans le cadre d'une réflexion sur la laïcité, je me suis dit aïe, là déjà il va falloir faire de la gymnastique. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément deux concepts qui vont ensemble. On les aborde l'un à côté de l'autre, mais l'un est une politique publique et l'autre, ce sont des principes, enfin en tout cas, ce sont des principes au service des valeurs républicaines. Alors je me suis dit, la question de la laïcité, je me suis posé deux questions. La première question que je me suis posée, c'est d'abord, quels ont été les liens entre la politique de prévention de la radicalisation violente et la question de la laïcité qui sont réarrivés sur la scène médiatique de manière concomitante. Et puis je me suis aussi posé la question de pourquoi est-ce que la laïcité revenait aujourd'hui sur la scène politique et la scène médiatique. Alors laïcité, effectivement, il y a une approche juridique, mais il y a aussi une approche historique. Et je me suis dit qu'il fallait que je regarde dans l'histoire. Et c'est vrai que la question de la laïcité, elle revient régulièrement. Et puis elle disparaît du discours médiatique, du discours politique, je dirais selon le contexte un petit peu géopolitique ou sociétal. Alors je vais commencer par parler de la prévention de la radicalisation. Alors je vais un peu vous parler de moi, je suis un peu désolé parce que c'est mon expérience. C'est comment le travail social en est arrivé à s'emparer d'une question comme celle-là. Alors ça a été très simple, c'est-à-dire qu'en 2014, on a eu les attentats, tout le monde s'en souvient, on a tous été extrêmement percutés dans la mesure où, au-delà des attentats eux-mêmes, on a vu partir du jour au lendemain un certain nombre de jeunes mineurs, parfois sous assistance éducative, sans montrer aucun signe quel qu'il soit, partir de France pour se rendre en zone de conflit. Ça a été des départs massifs. Moi, à l'époque, j'étais dans le sud, je me souviens de 20 départs le même jour de Lunel vers la Syrie. Et donc ces jeunes-là, on n'a eu aucun signe, aucun symptôme, et on s'est dit c'est pas possible de ne pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi des jeunes qu'on accompagne, on n'a rien vu passer. On sait que ces jeunes, effectivement, ont été enrôlés à l'époque par des organisations terroristes comme Al-Qaïda puis Daesh. On connaissait le sort qui leur était réservé, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et dans le même temps, du côté des politiques publiques, l'État a été extrêmement réactif en 2014 et a sorti une réponse publique immédiatement, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'en avril 2014, on a eu le premier plan de lutte contre la prévention de la radicalisation violente et les filières terroristes. Et la particularité de ce plan, c'est que nous, on se posait la question du côté des politiques sociales en disant qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du côté du gouvernement, ils se sont dit on ne peut rien faire sans le travail social. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu à l'époque que, je dirais que le processus de radicalisation était un processus justement qui se construisait par étapes, et notamment par étapes de rupture, et que si on voulait prévenir la montée des radicalisations violentes, et notamment chez la population jeune, il fallait trouver de l'aide du côté des politiques sociales. Et ça a été une première, je dirais, dans l'histoire des politiques publiques en France. Et à ce moment-là, on a été nombreux à se poser des questions du côté de la prévention spécialisée. On s'est retrouvés au comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, dont Anne-Marie, en toute modestie, a omis de dire qu'elle en était la présidente.
Et on s'est dit, il se passe des trucs similaires sur nos territoires, c'est une vraie confusion, il y en a de partout. On parle de laïcité, on parle d'islam, on ne se comprend plus, il y a des mots interdits, on a des processus qu'on a du mal à lire, il va falloir qu'on comprenne et il va falloir qu'on se positionne. Et on a créé un groupe national avec un certain nombre d'associations de prévention spécialisées qui étaient dans cette dynamique de dire qu'est-ce qu'on peut faire et il faut comprendre. Et parallèlement, le plan de 2014 désignait les préfets comme chefs de file en matière de prévention de la radicalisation, avec notamment la création d'un dispositif qui s'appelait les CEPRAF, les cellules de prévention de la radicalisation des enfants et des familles. Je ne me souviens plus exactement la terminologie exacte. Et donc, les préfets se sont retrouvés avec la nécessité de monter des cellules pour essayer de prendre en charge des jeunes qui étaient vulnérables et peut-être en risque d'embrigadement ou en embrigadement, en tout cas, qui pouvait les mener vers une pensée extrême et un passage à l'acte. Donc on a essayé de décortiquer tout ça, et puis il se trouvait que dans la même temporalité, à la Miviludes, donc mission interministérielle de vigilance prévention des dérives sectaires, qui avait une mission du gouvernement notamment pour essayer de décortiquer ce phénomène-là, on a été quelques-uns à se rendre à la Miviludes pour essayer de partager notre expérience et de construire un petit peu un regard, une vision partagée autour de ces phénomènes-là. Et c'est là qu'effectivement on s'est aperçu qu'on était dans la nécessité d'avoir une approche multifactorielle de ce phénomène-là. Et l'État, à l'époque, ramait un petit peu, je dois le dire comme ça, parce qu'il ne savait plus à quel sein se vouer. Un coup on était sur Armoyel, un coup on était sur Dounia Bouzard, un coup on était sur Toby Nathan. Il fallait une entrée avec derrière en plus un débat vraiment à deux vitesses, avec l'affrontement entre deux personnalités, à savoir Gilles Kepel et Olivier Roy. L'un qui disait que la radicalisation violente c'était un islam radical, et l'autre qui disait non, c'est qu'une composante de ça. Donc effectivement de la confusion à tous les étages, et il fallait essayer de décortiquer tout ça. Donc on s'est dit à un moment donné, la seule façon de s'en sortir, c'est de s'attaquer au processus et essayer de comprendre le processus de radicalisation. Et on a donc travaillé dans ce sens-là, et on en est arrivé à la question, en tout cas à la conclusion suivante: la radicalisation violente n'est pas une question religieuse. C'est un parti pris que nous avons eu, ça a été un parti pris aussi qui a été posé par l'État à un moment donné, et je vais vous lire rapidement la définition de Farhad Khosrow-Khavar qui a été retenue du coup et qui a été référencée, en tout cas pour toutes les formations qui ont été dispensées par l'État sur les questions de radicalisation violente. La radicalisation violente est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, quelle qu'elle soit, donc à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Là déjà, on sentait un petit peu quelque chose de similaire avec la question de la laïcité. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui vient troubler l'ordre public, on est dans quelque chose qui vient dans l'ordre du passage à l'acte, et on a au-delà la question du terrorisme qui se pose. Donc ça voulait dire très concrètement qu'on sortait, qu'on se désaffublait de la question religieuse sur cette question. Mais si ce n'était pas une question religieuse, pourquoi on nous parlait d'islam tout le temps ? Et on s'est aperçu, effectivement, en décortiquant la théorie, en tout cas l'idéologie extrémiste de Daesh, je ne parle pas de celle d'Al-Qaïda, mais celle de Daesh, qu'on était véritablement dans un détournement de sens de la religion islam, avec effectivement derrière des causes beaucoup plus géopolitiques, et avec effectivement une technique d'embrigadement qui s'inspirait effectivement de la dérive sectaire. Je contextualise ça entre 2014 et 2020. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Donc ça voulait dire qu'il fallait s'intéresser à la fois à la question de la dérive sectaire et à la fois au processus d'embrigadement typé Daesh. Donc on a essayé de décortiquer tout ça, on a travaillé avec l'UCLAT, donc l'unité antiterroriste à Beauvais, et puis on s'est familiarisé un petit peu avec toutes les techniques d'endoctrinement pour pouvoir repérer des signaux forts, des signaux faibles à l'époque, et de pouvoir à un moment donné essayer de penser une réponse possible.
Donc, dans la confusion de l'époque, effectivement, il y a eu un petit couac qui a été fait au niveau de deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le cabinet du Premier ministre, où nous, on travaillait avec le Premier ministre à l'époque et on était en train de se dire avec la Miviludes qu'on éradiquait le terme de déradicalisation. Et 5 minutes après, dans la réunion, on avait quelqu'un de l'Intérieur qui arrivait et qui nous dit « ça y est, ça a été voté, ça a été écrit, ça a été un manque de communication entre deux ministères ». Et évidemment, nous, on avait dit « les centres dédiés, on sait ce que c'est, ça n'a jamais vraiment fonctionné ». Voilà, et ça a été effectivement une catastrophe, surtout dans la configuration qu'on connaît sur les jeunes embrigadés, et avec les effets, pardonnez-moi le terme, de contamination. Donc à partir de là, effectivement, nous, la réponse qu'on a faite, c'est de se dire, on a identifié que c'était un processus qui effectivement se construisait par étapes, et donc étapes de rupture successives. Et la rupture, les travailleurs sociaux, on sait travailler, on sait faire avec ça. Et qui dit rupture, dit question identitaire. Donc on est bien là dans une question qui concerne l'adolescence. Ça, c'était la première chose. Notre deuxième légitimité, ça a été de dire à un moment donné, mais en fait, dans le processus d'embrigadement, on enlève le libre arbitre, on enlève la liberté de conscience, atteinte fondamentale aux droits de l'enfant. On a un plan gouvernemental qui nous dit on va considérer les jeunes qui sont en voie d'embrigadement comme des victimes et pas comme des agresseurs. Hop, on se dit esprit ordonnance de 45, article 375. On est dans une question de protection de l'enfance, très clairement. On est dans une question de protection de l'enfance. Et on est allé, et on a commencé à créer les premières équipes mobiles, les CEAF, à Saint-Étienne, en 2015. Ça a été pour nous, ici au CODAS l'EMEA, l'équipe mobile d'écoute et d'accompagnement. On a eu des équipes mobiles avec plein d'appellations différentes qui se sont rattachées aux préfectures et qui ont travaillé pour essayer d'évaluer la situation de jeunes qui étaient repérés comme étant potentiellement vulnérables à un processus d'endoctrinement et de mettre en place des outils pour pouvoir, à un moment donné, amener le jeune à récupérer sa liberté de penser, sans référence à Florent Pagny. Donc ça voulait dire que derrière, on avait deux choix. On avait le choix d'aller dans le contre-discours. Qui dit contre-discours, il y a des associations qui y sont allées, et puis à un moment donné, les services de l'État ont aussi fait l'expérience, c'est-à-dire face à un phénomène aussi fort, on a même un peu dérogé sur les questions de laïcité en se disant on va recruter à un moment donné des professionnels de confession musulmane qui vont pouvoir construire un contre-discours en disant l'islam c'est ça, sauf que si on regarde la question de l'histoire de la laïcité, on sait quand même que l'islam, il ne faut pas l'essentialiser. Il y en a plusieurs islams. Il n'y a pas de l'islam modéré, ça n'existe pas. Voilà. Donc il y avait là quand même une réponse qui n'a pas marché. Et d'un autre côté, on avait les travailleurs sociaux dans ces missions-là qui se sont dit écoutez, nous, on va travailler sur les processus de rupture et on va travailler à un moment donné sur des questions d'adolescence, d'identité. Et la réponse qu'on va proposer, c'est la relation éducative, c'est ce qu'on sait faire. Et donc, à l'épreuve, effectivement, d'un certain nombre de stratégies de dissimulation du jeune, je ne vais pas revenir sur en tout cas les différentes étapes d'embrigadement, mais on va pouvoir opposer une relation relativement, je vais le dire comme ça, chaude, voilà, pour essayer, à un moment donné, de travailler avec eux la question du retour dans la relation à l'autre. Puisque l'objectif de l'embrigadement, c'est de supprimer l'esprit individuel au profit d'une pensée groupale. Encore une fois, atteinte aux droits de l'enfant. Donc à partir de là, on a essayé de travailler la question de la relation éducative. Et d'un autre côté, on avait les territoires. Et là, c'était une autre question, puisque dans les territoires, on vivait la pleine confusion entre radicalisation violente, repli communautaire, pratiques rigoristes, etc., etc., etc. Et comment on se positionne avec un fait, en tout cas avéré, c'est que les travailleurs sociaux se sont pris en pleine figure une question qu'ils avaient pensé régler depuis très très longtemps, et notamment sur notre histoire avec nos ancêtres qui étaient, pour les éducateurs, les curés, pour les assistantes sociales, les bonnes sœurs. On pensait en avoir fini avec ça, et ça nous revient, et on ne sait pas trop comment se positionner. Et là, on arrive effectivement, de manière concomitante, entre cette politique publique de prévention de la radicalisation violente, qui est quand même une politique qui existe encore
qui a un petit peu évolué dans sa définition, qui s'est un petit peu ouvert dans sa définition aujourd'hui, mais une politique publique qui était vraiment sur la lutte contre le terrorisme, très clairement, et elle l'est encore aujourd'hui. Et d'un autre côté, ça n'a pas empêché qu'on avait des phénomènes qui réémergeaient, et notamment des évolutions récentes avec je dirais, des replis communautaires forts, des conversions de plus en plus nombreuses chez les jeunes femmes, notamment, je dirais, issues de familles européennes classiques. Donc, la question des éducateurs, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette question de neutralité, de laïcité ? On va parler religion. Comment on fait ? Comment on attrape ce sujet-là ? Donc, à un moment donné, ce qu'il faut repérer, c'est toujours la même chose. C'est la question du processus. Comment un jeune, à un moment donné, il est disponible à un discours et qu'est-ce qu'il va trouver, notamment dans une conversion. On va le parler comme ça. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a quand même chez les jeunes, les failles identitaires des jeunes sont quand même en miroir avec les failles de la société. Aujourd'hui, un adolescent, pour se construire en France, c'est pas cool d'avoir 18 ans quand même. Quand on sait qu'il n'y a pas de politique jeunesse globale en France, et ça je le redis parce que c'est un de mes dadas, et qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler un projet et faire appel à une politique publique pour pouvoir faire un projet avec de la jeunesse, vous n'avez que celle de la prévention de la délinquance. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte de politique publique qui n'est pas simple. Aujourd'hui, effectivement, la question du rite de passage, elle disparaît. La question de la confrontation à l'interdit qui caractérise notamment la crise d'adolescence, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Et donc, ça va se transférer vers des conduites délinquentielles. Et on va avoir effectivement, à un moment donné, à se positionner sur ces processus-là. Et je pense encore que la réponse reste dans la question de la relation éducative. Et ce qu'il faut viser, c'est la question de la cohésion sociale. Et je pense que c'est ce qui est un peu commun entre la prévention de la radicalisation et la question de la laïcité, c'est que derrière, il y a la question de la cohésion sociale. S'il y a une perte de valeur, s'il y a une désaffiliation, comment on redonne du sens ? Voilà. Alors donc dans les politiques publiques, c'est pour ça que par exemple aujourd'hui, quand on parle de radicalisation en termes politiques publiques, les réponses, et moi d'ailleurs j'ai les fiches du comité interministériel de la prévention de la délinquance sur la question de l'école, la réponse c'est la laïcité. Voilà. Vous l'avez aussi dans de nombreuses institutions, la réponse c'est la laïcité. Alors après, la laïcité, c'est comment on prend les choses. Je crois qu'il faut se décentrer de la question religieuse pour aller effectivement vers ce que vit le jeune et le besoin du jeune. Alors nous, sur la radicalisation violente, et j'en terminerai là-dessus, on a choisi de s'outiller. On s'est dit, nous les travailleurs sociaux, on a quand même une faille qui est quand même importante, c'est qu'on est vachement intuitif. On travaille beaucoup à l'intuition et on ne se réfère pas tellement à des modèles. À part effectivement quelques modèles rogeriens pour les entretiens individuels, quand on prend en charge, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait ? Et surtout, comment on évalue la situation d'un jeune. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est rapproché du CIPDR, du Conseil interministériel de prévention de la radicalisation, avec le CNLAPS, et on a pensé cette question, et l'idée, ça a été, à un moment donné, de se rapprocher de l'ARCA, l'Association de recherche en criminologie appliquée, si je ne m'abuse, voilà, et de pouvoir, à un moment donné, travailler sur des modèles scientifiques, et notamment sur un modèle qui s'appelle le Good Life Model, je suis désolé pour l'anglais, et qui aborde la question de la désistance. Je le dis parce que ça illustre comment on se décentre à un moment donné d'une question religieuse pour aller sur la question de la trajectoire d'un jeune qui va le conduire à. Et comment, à un moment donné, on va rentrer dans un autre modèle pour des mauvaises raisons et comment on est capable de l'identifier et d'en sortir. Et la question de la désistance est extrêmement intéressante là-dedans. Donc c'est McNeil qui a travaillé ça en 2012. Donc c'est un processus de renoncement et ça marche très bien du côté de la prévention de la délinquance, du côté de la prévention de la récidive, mais aussi sur l'accompagnement individuel traditionnel et qui permet à un moment donné de remettre l'individu au centre de sa trajectoire et de pouvoir travailler sur plan de vie et essayer de comprendre ce qui vient faire frein à un moment donné, ce qui a conduit vers... et comment, à un moment donné, c'est conscientisé, comment le jeune est capable de retrouver une pensée sur sa vie, sur ce qu'il a fait, et
de retrouver une manière de se projeter. Et là, on est vraiment dans des outils qui sont extrêmement intéressants. Et le parti pris que moi j'ai, et que je pense d'autres ont, je regarde Anne-Marie aussi, c'est de le redescendre, c'est-à-dire de passer de la question des équipes mobiles qui sont quand même vraiment centrées radicalisation, prévention secondaire, et de revenir sur la prévention primaire avec cet outil-là, de manière à donner aux éducateurs, à un moment donné, des outils concrets pour pouvoir travailler la notion des trajectoires et des parcours, puisque c'est comme ça qu'on va travailler les questions de cohésion sociale. Voilà, j'ai fait vraiment très vite, c'était un challenge, mais voilà, la question de la laïcité est une question mouvante, c'est une question qui se transforme. Voilà, j'en ai terminé. Un grand merci à Stéphane Vial, parce qu'à travers son propos, je pense qu'il nous permet peut-être un peu de boucler la réflexion de cet après-midi, c'est-à-dire qu'il revient à partir de ses observations sur des évolutions des problématiques jeunesse, vers un chemin qui est quand même celui de la formation et de la recherche de sens. Et si on fait référence aussi aux remarques que nous a fait M. Delarue tout à l'heure, ça ne peut se faire qu'à partir d'une réflexion collective. Et je dirais aujourd'hui, c'en est aussi l'illustration avec cette commission qui dépasse les frontières institutionnelles. C'est-à-dire que ce problème est suffisamment sérieux et suffisamment un fait qui concerne l'ensemble des politiques publiques pour que le secteur associatif travaille cette question, mais avec ses partenaires institutionnels qui sont par exemple aujourd'hui réunis, qui sont les services de la justice, la PJJ, le département. Donc à partir de cette dernière intervention, je trouve qu'on a un chemin quand même qui nous semble pré-tracé, qui est celui de revenir quand même sur les questions de la formation, ce qui aujourd'hui est un vrai problème. On regarde la problématique de l'attractivité des métiers et du turnover des professionnels. Donc là, on va cumuler quand même les difficultés, mais ça ne peut pas ne pas marcher. Il faudra bien quand même qu'on y arrive. Il faudra bien quand même qu'on invente un certain nombre de solutions, d'évolutions, d'adaptations qui nous permettent de faire face. Alors avant de conclure, oui, tu voulais reprendre quelque chose ? Bon, ça y est, ça marche. Oui, j'ai oublié un propos assez important, c'est que seul on n'est pas grand-chose et que c'est collectivement qu'on va réussir. Sur la question de la radicalisation au sens primaire du terme, par exemple, j'ai le conseil départemental en face de moi et j'ai Yves Berthoin qui pilote toutes les questions de radicalisation. Aujourd'hui, la question du filet social, c'est une composante qui est extrêmement importante sur la réaffiliation aux valeurs de la République. Et le conseil départemental de l'Isère, en fait, a mis en place des réseaux territoriaux de la prévention de la radicalisation. Et ils sont allés plus loin puisqu'ils ont franchi le pas de l'espace collaboratif numérique prévention de la radicalisation qui permet de s'auto-enrichir sur des questions. C'est marrant comme on l'avait fait dans le cadre de l'Observatoire de la laïcité à l'époque. Des radicalités et qu'on commence à voir dans les cellules, puisqu'effectivement on travaille sur les mêmes objets, l'arrivée de jeunes, par exemple, néo-nazis. Voilà, donc et ça veut bien dire qu'on n'est plus, ou alors effectivement vegan, etc. On n'est plus sur des questions religieuses, on est bien sur d'autres objets. Voilà, l'objet change. Et vous avez une deuxième politique publique qui est sortie justement sur ces questions-là, c'est la loi contre les séparatismes qu'on va bientôt découvrir en live sur les territoires d'intervention. Merci beaucoup. Je voulais vous redonner la parole, Monsieur Delarue. Peut-être que vous puissiez nous transmettre un petit peu un dernier retour qui nous permettra de conclure. Oui, mais il ne s'agit pas de conclusion pour ma part, parce qu'il s'agit simplement de conviction. Je ne veux rien imposer à personne, naturellement. Je voudrais simplement rendre hommage à tout ce que j'ai entendu, à tous ceux qui en ont été la source et l'inspiration, qui me paraît tout à fait intéressant. Et je sais combien votre travail est à la fois difficile et riche. En tout cas, il l'a été pour moi, je voudrais le dire très, très franchement. Je voudrais dire que, au fond, pour partir de ce qui vient d'être dit, la République se fera aimer quand elle sera aimable. Et je crois que, à cet égard, il y a un lien très fort entre le comportement des agents publics et l'amabilité de la République. Et je pense que dans ce comportement des agents publics, la neutralité en est un élément. La neutralité, ce n'est
pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau peut-être pour le SH, mais c'est quelque chose déjà de très ancien pour les fonctionnaires. C'est le juge administratif qui, le premier, avait dégagé cette obligation. Cette obligation, pas ce choix. La neutralité, ce n'est pas quelque chose qu'on prend dans le panier avec je ne sais quel comportement individuel. Non, c'est désormais pour vous tous une obligation. Et donc la question est bien celle que vous avez posée cet après-midi, c'est de savoir comment elle va être mise en œuvre, cette neutralité. Alors cette neutralité, moi je voudrais dire que ce n'est pas comment dire, quelque chose qui est intrinsèquement lié à la laïcité. Je l'ai dit d'emblée, pour moi, la neutralité, c'est quelque chose qui est lié au principe d'égalité. Naturellement, c'est quelque chose qui est lié aussi à la laïcité, puisque la laïcité, c'est une forme, au fond, d'égalité des religions ou de l'athéisme d'ailleurs. Mais pour moi, le principe d'égalité est la source de la neutralité. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est quelque chose qui, même par des enfants, peut être aisément compris. Non pas la neutralité, c'est un terme un peu abstrait, difficile, mais l'égalité et l'absence de discrimination, c'est quelque chose qui percute immédiatement, comme il dirait. Moi, j'étais très sensible dans tous les lieux d'enfermement que j'ai visités à la séparation que faisaient les enfermés entre ceux ceux qui s'occupaient d'eux, qui étaient justes, c'est-à-dire qui traitaient tout le monde de la même manière, et ceux qui étaient injustes, c'est-à-dire qui marquaient des préférences à l'égard de tel ou tel. Et ça, n'importe quel enfant peut aussi le comprendre. Donc, je crois que si abstrait soit-il, ce principe de neutralité peut être, à défaut d'être aisément expliqué, il peut être aisément vécu. Et donc, je crois qu'il faut que, je le redis, vous vous efforciez de vivre collectivement cette obligation. Alors, un mot sur la laïcité, puisque bien entendu, il y a un lien qui serait vain de nier. Comme il a été dit aussi, la laïcité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et nous avons tranché, je parle ici des décisions, notamment jurisprudentielles, dans les années très, très anciennes, d'il y a un siècle, un certain nombre de conflits qui opposaient l'État et notamment l'Église catholique, farouche adversaire à ses débuts, ça a été évoqué tout à l'heure, de la loi de séparation du 9 décembre 1905. L'Église catholique faisait de la résistance, comme on dirait aujourd'hui, et donc il a fallu trouver des compromis. Le juge s'est donc prononcé sur le fait de savoir est-ce qu'on peut embaucher sur un emploi public un prêtre, jusqu'à quel point on peut tolérer les processions sur la voie publique, quel degré de force doivent avoir les sonneries de cloche pour être tolérable pour les athées convaincus, etc., etc. Tout ceci a été traité il y a un siècle déjà. Pourquoi y revient-on aujourd'hui ? Tout simplement, ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure, parfaitement, la société a changé, naturellement. Et on a vu d'un côté les cultes traditionnels ou les religions auxquelles nous étions, pardon de parler comme ça, habitués, diminuer de visibilité dans l'espace public. Et dans le même temps, nous avons vu monter massivement ce que j'appellerais la religion, L''A-religion, n'est-ce pas ? Je ne dis pas l'athéisme, mais la religion dans notre société. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu, de la part de certaines fractions de la population, le désir au contraire d'être vu sous l'angle religieux. Et je ne pense pas seulement à l'islam, ce disant, mais je pense aussi à l'évangélisme protestant, par exemple, ou à certaines illustrations de la religion juive. Bon. Et donc, nous sommes en train de confronter ces deux courants. Et voilà pourquoi, dans ce contexte, le terrorisme d'origine, se fondant prétendument sur l'islam, a attiré comme un aimant les pouvoirs publics qui ont mis en avant, de façon honnête ou malhonnête d'ailleurs, la question de la laïcité pour pouvoir trouver une réponse à ces difficultés. Bon. Et donc, nous sommes confrontés à cette difficulté, mais je crois que vous le serez
évidemment aussi quand il sera question de neutralité. Juste peut-être quelques questions très pratiques qui n'ont pas été abordées tout à l'heure, mais bien sûr, elles se trouveront abordées dans d'autres circonstances. Est-ce qu'on peut interdire un emploi de quelqu'un en se fondant sur ses convictions religieuses? Non. Vous n'avez pas à connaître les opinions religieuses ou les convictions religieuses de ceux que vous embauchez. Et la jurisprudence s'est clairement prononcée en ce sens à propos, par exemple, d'un prêtre qui était candidat à un poste de président d'université. Et on a dit, ben non, on ne peut pas se fonder sur sa qualité pour lui interdire l'accès à cet emploi. Et de même, vous ne pouvez pas refuser un emploi dans une association habilitée, fût-elle neutre, parce que telle personne a telle ou telle conviction. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à en connaître, et toute mention d'une conviction religieuse qui figurerait dans un dossier du personnel serait nécessairement fautive. Deuxième élément, quid si quelqu'un enfreint la neutralité? Quelqu'un, je veux dire, du côté du personnel. Eh bien, c'est une faute disciplinaire, tout simplement. C'est une faute disciplinaire qu'il faut régler, comme toutes les fautes disciplinaires, je crois, avec la meilleure des diplomaties possibles, c'est-à-dire de façon orale, en s'expliquant avec lui, et puis peut-être plus solennellement s'il y a récidive, réitération, etc. Mais je crois que là, on est sur un terrain tristement banal. Bon. Troisièmement, peut-on autoriser les absences pour raisons religieuses? Bien, la réponse est nuancée oui, si rien dans le fonctionnement du service ne s'y oppose. Hein. Autrement dit, si vous n'avez pas besoin de quelqu'un de confession juive un samedi qui vous demande une autorisation d'absence, eh bien, vous devez lui accorder. Tout refus systématique serait illégal, mais toute autorisation systématique serait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Donc, vous voyez là cette affaire de pratique, tout simplement, de pratique très, très, très facile à déterminer. Et enfin, dernier point, quid des usagers? Bon, les usagers ne sont pas tenus à la neutralité. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, la communauté éducative, parce qu'elle est éducative, est tenue à certaines formes de neutralité, à ne pas laisser s'installer des influences sous forme de prosélytisme contraint, par exemple, etc. Donc, il faut que chacun y veille. Voilà, tout ceci paraît un peu compliqué. En réalité, c'est assez simple et ça n'est pas nouveau. Ce que je crois, c'est que la neutralité, c'est encore une fois de nature à rendre la République aimable et aujourd'hui, elle doit d'autant plus l'être que, en effet, certains la trouvent détestable. Bon, ce qui me fait, moi, vieux fonctionnaire d'autrefois, souffrir, je le dis tout net. Et quand, en effet, on voit ces formes d'éloignement de la République, que sont toutes les formes politiques extrêmes que l'on connaît aujourd'hui d'un bord ou de l'autre, il y a en effet matière à inquiétude. Bon. Et donc, je ne prends pas ça pour une espèce d'accusation portée contre je ne sais qui, je prends ça comme un appel à nous autres qui sommes déjà largement investis dans nos missions pour renforcer ce à quoi nous croyons et montrer par l'exemple que ce que nous croyons n'est pas vain, n'est-ce pas? Je lis avec attention parce que ces événements m'ont touché à titre personnel, le procès des terroristes du 13 novembre et manifestement, leur croyance, c'est tout est joué d'avance. De toute façon, on va être condamné à la perpétuité, donc pourquoi prendre le plaisir de s'expliquer? Bon, je crois qu'il faut démonter ces comportements-là en montrant que rien dans la République n'est figé, que toute personne a ses chances, toute personne est digne de considération, toute personne a le droit à ses convictions, dès lors évidemment qu'elles ne nuisent pas à autrui, mais ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui l'a dit depuis bien longtemps. Merci à vous et merci à tous et bon courage pour la suite.